Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur comment être un chef d'entreprise efficace qui mobilise son temps sur des actions importantes sans devoir travailler toujours plus ni sacrifier sa vie personnelle. C'est un webinaire qui est enregistré et je vous propose de vous accompagner pendant tout ce déroulé. Alors d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Catherine Dupeyrat, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise s'appelle Talent et Performance. Elle est basée dans les Landes, à Dax. Dans cette entreprise, j'accompagne des entreprises sur la partie RH et notamment en matière de conseil et de développement des ressources humaines et en structuration des ressources humaines. Je suis également coach professionnel certifié dans le milieu de l'entreprise. J'accompagne plutôt des dirigeants et des cadres. Et je suis également formatrice en management et en communication pour des cadres toujours et des personnes qui ont des équipes. Alors, ça peut être aussi des project managers. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des transformations dans les entreprises qui vont nécessiter justement d'évoluer en termes de posture et en termes de compétences managériales. À ce jour, j'ai 150 dirigeants coachés environ, plus de 3000 managers qui ont été formés, managers d'équipe. Je travaille avec des entreprises et des organisations qui ont entre 300 000 euros de chiffre d'affaires et 6 millions. Et ce sont des organisations de toutes sortes. Ce sont des entreprises, TPE, PME, des associations ou des collectivités. À qui s'adresse ce webinaire? C'est un webinaire qui est destiné à des dirigeants et à des cadres ou à des managers d'équipe qui sont avec d'autres statuts et notamment des gestionnaires de projets. C'est plutôt pour des structures entre 15 et 70 salariés et toujours des structures qui font entre 300 000 euros et 6 millions de chiffre d'affaires. En général, ce webinaire va être utile pour des personnes qui ont évolué dans leur poste ou qui ont créé une entreprise et qui se font à la force du poignet, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se forment tout seuls, qui n'ont pas été formés auparavant en management ou qui veulent se rafraîchir leurs connaissances en termes de management et qui ont besoin de travailler sur leur posture, la prise de recul. Je vais commencer cette présentation en vous donnant quelques statistiques en fait sur les situations qui sont bloquantes quelles sont les situations qui sont bloquantes pour des chefs d'entreprise et les personnes que j'accompagne en général. Il y a une enquête de l'INSEE de 2020 qui dit que 32% des cadres et des dirigeants souffrent d'épuisement professionnel, et ce qui veut dire qu'ils sont 2 fois plus que la moyenne nationale. Les facteurs de risque qui sont les plus fréquents et identifiés, c'est la charge de travail, 78%, le manque de reconnaissance, 63%, les conflits au travail, 58%. Il y a aussi une étude de Harvard Business Review de 2023 qui dit que 69% des dirigeants d'entreprise déclarent être stressés et 41% se sentent épuisés. Et je vous partage cette statistique parce que c'est vraiment sur cet axe-là qu'on va aller. Les principales causes de stress, c'est la responsabilité de la performance de l'entreprise ou de l'organisation ou du département qui repose sur leurs épaules. Et ça crée une grosse charge de stress. C'est un vrai facteur de frein d'épanouissement. Et la difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie privée qui pèse parce qu'en fait, ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Un autre rapport qui déclare également que 44% des entrepreneurs déclarent souffrir d'épuisement professionnel. Et ça, c'est un taux plus élevé que la moyenne des travailleurs indépendants et des salariés. Les facteurs de risque les plus fréquents sont notamment le poids de l'incertitude financière. Alors pourquoi je vais aborder ce sujet aujourd'hui? Ce sujet est aller voir ce qui empêche les dirigeants d'être efficaces et de consacrer leur temps sur des choses importantes sans sacrifier leur vie privée. C'est parce qu'en fait, ça fait 25 ans que j'accompagne des cadres et des dirigeants, des chefs d'entreprise dans le milieu de l'entreprise et que j'ai observé qu'il y avait vraiment des faits communs, il y avait des similitudes entre chacun d'entre eux. C'est ça qui m'a donné envie de créer ce contenu aujourd'hui et l'accompagnement que je vais proposer à la fin. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte dans le Sud-Ouest et que j'accompagne des dirigeants de petites entreprises et même de petites PME. J'ai moi-même été confrontée à des situations de stress parce que j'ai créé mon entreprise et que je suis devenue entrepreneur. Donc, j'ai également testé certaines choses que je vais vous partager.
Et puis, je suis toujours au sein de l'association 60 000 rebonds qui accompagne les entrepreneurs qui ont connu la liquidation. Et pendant 6 ans, j'ai piloté l'antenne des Landes. Et j'ai aussi compris que certains chefs d'entreprise déposent le bilan, pas uniquement pour des questions de gestion, mais très souvent pour des questions de posture et une meilleure connaissance de soi et une façon de gérer les priorités qui va les toucher au stress. Alors, ce webinaire n'est pas bon pour tout le monde, il ne va pas être utile à tout le monde. Les personnes pour lesquelles il ne va pas être utile sont les personnes qui pensent qu'aujourd'hui, je vais vous partager une baguette magique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver tout seul à la fin de cette session, ou alors qu'il y a des choses qui vont se régler par elles-mêmes. Ça ne va pas être non plus utile pour les personnes qui pensent que ce que je vais partager, les techniques que je vais partager ne sont pas bonnes pour eux parce que ça ne marche pas avec eux. Ce que je vous partage là aujourd'hui, c'est des choses qui marchent avec tout le monde. Et ce sont aussi, c'est pas du tout utile pour des personnes qui aiment bien cette position de victime. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des responsabilités, ça peut être un pharmacien par exemple, parce que j'en ai un en tête, ça peut être une personne qui a des responsabilités fortes et qui est dans une situation de limite burn-out, voire peut-être même en burn-out, mais c'est une personne en tout cas qui est dans une situation qui ne lui convient pas, qui ne donne pas de bons résultats, il y a du turnover dans les équipes, elle génère beaucoup d'émotions, elle prend des colères, elle parle mal aux personnes qui l'entourent, il y a du turnover, les clients sont parfois choqués par ce qu'ils voient dans cette entreprise, et malgré tout ça, le dirigeant, il en a conscience, mais malgré tout ça, il reste dans cette situation. En fait. Il reste dans cette situation et il ne fait pas. Alors souvent, c'est parce qu'il n'a plus l'énergie, mais c'est une situation désagréable dont il maîtrise les codes et il maîtrise le fonctionnement. Et parfois, c'est difficile d'aller chercher de l'énergie supplémentaire pour sortir d'une situation qui ne nous convient plus du tout. Par contre, ce webinaire, il est pour les personnes qui veulent passer à l'action, qui ont marre et qui veulent vraiment changer leur vie, qui sont tout à fait prêts à faire différemment et qui sont prêts à persévérer. C'est-à-dire qu'ils vont tester des choses et qui vont aller le faire assez longtemps pour que ça donne des résultats. D'une manière générale, cet accompagnement et ce que je vais vous proposer et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut agir que sur les 50% dont vous êtes pleinement responsable dans cette situation. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Dans cette situation, il y a 50% de choses qui vont dépendre de vous et vous avez le moyen de changer ce qui vous concerne, votre posture, votre façon de communiquer, votre façon de gérer votre vie, etc. Ça, vous avez la main dessus. Et c'est en changeant ces 50% que vous allez avoir un impact sur les autres 50% et que vous allez pouvoir avoir un impact et vous allez aussi transformer votre environnement. Quels sont les problèmes les plus fréquemment partagés au niveau de la gestion du stress? Ça va être une extrême fatigue, hein, un épuisement, des tensions dans les équipes, des tensions dans la façon de parler, des problèmes de communication, le sentiment d'être entouré par des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur explique, ou le sentiment de ne pas comprendre ce que les gens vous demandent. Ça peut être aussi des maladies. Et ça, des maladies cardiovasculaires, des maladies de peau, enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver avec cette situation de stress. Et d'une manière générale, la sous-performance, parce qu'en fait, quelqu'un qui est en très grand stress, quelqu'un qui est en stress en permanence, c'est quelqu'un qui n'est pas au 100% de ses capacités et donc qui ne va pas apporter de la performance à titre personnel ou même dans son environnement. Et enfin, un autre des problèmes qui est lié au stress, c'est souvent la peur de prendre des décisions. Et ça, pour des chefs d'entreprise, c'est parfois compliqué parce qu'il y a des décisions à prendre pour savoir est-ce que j'investis, est-ce que j'achète de l'immobilier, est-ce que je recrute cette personne, est-ce que je licencie cette personne, est-ce que je prends ce nouveau client ou est-ce que c'est pas un bon client pour moi, etc. Ces décisions-là, elles peuvent être rendues difficiles par une situation de stress intense. D'une manière générale, mes clients sont assez clairs sur ce qu'ils aimeraient avoir dans l'absolu. Une des premières choses qu'ils aimeraient avoir, c'est du temps pour eux et pour les gens qui les entourent et qui comptent pour eux. Ils aimeraient aussi ne pas partir au travail avec la boule au ventre le matin. Ils aimeraient pouvoir prendre des décisions qui soient efficaces, avoir des collaborateurs, être entourés de collaborateurs qui sont satisfaits, qui sont contents et qui sont efficients, avoir des résultats, pouvoir lâcher prise, avoir confiance dans les gens qui les entourent et pouvoir générer aussi de la confiance pour que les gens aient envie de faire ce que vous avez envie qu'ils fassent et d'une manière générale du bien-être. Ça, c'est vraiment ce que les personnes souhaitent avoir.
Donc, les objectifs de ce webinaire, ça va être 1, de comprendre pourquoi les dirigeants ont ces problèmes, 2, de vous partager les solutions que je mets en place avec mes clients et que je mets aussi en place pour certaines avec moi-même, pour que vous puissiez les mettre en place, 3, de vous partager des cas pratiques, des situations vécues par les gens que j'ai accompagnés et de vous faire une offre en fin de cette session. Alors, pourquoi est-ce qu'on stresse en général quand on a des responsabilités? C'est bien sûr lié au fait d'être dans un environnement incertain. Je pense que la crise du Covid ou la guerre en Ukraine sont des situations qui ont un fort impact sur l'incertitude de quoi il fait demain. Là, je travaille avec beaucoup de personnes qui sont dans la construction aujourd'hui et clairement, l'impact que cette situation géopolitique a sur leur activité, c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu anticiper. La deuxième chose aussi, qui génère du stress, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance qu'on peut accorder à des gens, mais le manque de confiance aussi que vos collaborateurs peuvent vous faire. Et et il y a aussi également, bien sûr, ce qui est hyper important, le manque de confiance qu'on a en soi, tout simplement. On a un manque de confiance en soi et ça va générer des situations de stress. Il y a aussi un manque de savoir-faire. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très bons dans leur domaine, dans leur expertise, mais qui n'ont pas été formés à manager, qui n'ont pas été entourés dans les années précédentes par un encadrement avec des bonnes pratiques qu'ils ont envie de reproduire aujourd'hui. Donc ceux-là, ils n'ont vraiment pas le savoir, ils ne savent pas faire. Et puis, d'une manière générale, tout ça, c'est lié à un manque de connaissance de soi. C'est pour ça que dans mes accompagnements, on travaille sur une meilleure connaissance de soi pour connaître ses limites et pour savoir quels sont les points forts qu'on va pouvoir développer. Ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par expliquer un petit peu comment fonctionne le stress, en fait. Le stress, il est expliqué, de plus en plus expliqué par les études sur les neurosciences. Ce qui se passe en situation de stress, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme qui s'enclenche dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus. Une situation, elle va être perçue comme étant négative, comme étant stressante ou comme étant difficile, etc. Et dans le cerveau, il va y avoir une alarme qui va se mettre en route, qui va générer des émotions, les émotions de suffocation, de chaleur, de rougeur, de peur, de colère, etc. Et ça va générer un comportement derrière. Ça, c'est le mécanisme. Pour des cerveaux qui ont été toute leur vie sollicités de façon négative, c'est-à-dire qu'on a activé cette dimension de peur, à qui on n'a pas forcément appris à gérer les situations compliquées, ce sont des mécanismes qui vont être quasiment permanents. C'est-à-dire que chaque nouvelle situation désagréable ou perçue comme désagréable va générer ce sentiment de peur. Et chez l'humain, il y a 3 formes de stress. En fait, il y a 3 façons de réagir à ces situations stressantes en termes de comportement. Il y a le premier, qui est la fuite. Là, on va s'en apercevoir parce que les personnes sont plutôt dans l'agitation, elles sont plutôt dans l'angoisse, elles sont plutôt dans l'anxiété permanente, elles ont peur de tout. On va en avoir un deuxième qui va être la lutte. Et là, on va avoir plutôt des personnes qui sont impatientes, qui sont susceptibles, qui vont aller générer de la tension, qui vont s'énerver, qui vont se mettre en colère, qui vont être agressifs et qui vont même être parfois violents. Et une troisième façon d'exprimer ce stress, ça va être dans l'inhibition. Des personnes qui sont découragées, qui ont une vision négative de leur capacité à résoudre le problème et qui vont être dans une forme d'abattement et qui vont essayer de rester sans réagir et sans réaction, pensant que ça va évoluer tout seul. Alors bien sûr, il y a des situations de stress qui sont des situations positives, qui sont momentanées. Et le stress positif, c'est un stress qui est en général momentané et qui va demander un effort de concentration particulier, un dépassement de soi particulier, notamment sur les compétitions sportives, ou une charge de travail supplémentaire qui va générer du stress parce que c'est sur un temps très court et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur un temps très court. Là, par exemple, si vous êtes si vous connaissez les enseignants, vous savez que les enseignants sont des personnes qui peuvent être amenés parfois, certains d'entre eux, à se conserver les copies des étudiants pendant un temps assez long et puis ils vont se mettre à les corriger toutes et à les rendre au bout de 3 semaines ou un mois et donc ils vont avoir une grosse pile à faire et ça va générer du stress, mais c'est un stress qui ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire face au stress ?
Ben, il y a deux possibilités en fait face au stress. Il y a deux façons de réagir à une situation qui stresse. Il y a une stratégie qui va être active, qui va chercher à régler le problème. Donc, on va s'organiser différemment, on va gérer les priorités, on va déléguer, on va prendre soin de soi, on va être vraiment dans l'action, on va faire des choses pour pouvoir sortir de cette situation. Et mes accompagnements sont destinés à ça, sont destinés à aider les gens qui veulent être en action à pouvoir le faire. Et puis, il y a les stratégies passives qui sont plutôt centrées sur les émotions. C'est-à-dire que je vais rester en colère, je vais éviter la personne qui m'embête, je vais éviter de régler les conflits parce que ça va générer des émotions chez moi et j'aime pas les émotions que ça gère, etc. Et c'est celles-là qui vont gérer les situations, les stratégies passives qui, elles, vont générer des problèmes de santé. Alors bien sûr, on n'est pas tous égaux face au stress et la personnalité, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur une meilleure connaissance de soi, la personnalité a un impact aussi sur la façon de gérer l'efficacité et de gérer le stress. La personnalité, elle va avoir un impact sur la situation, parce qu'on va la percevoir différemment. On ne perçoit pas tous les situations que l'on vit, des situations désagréables de la même manière. Et puis, ça va avoir un impact aussi sur la façon dont on va le gérer. Et ça va avoir aussi un impact sur ce qui est important pour nous en termes de valeur. On va avoir également des réactions automatiques qu'on appelle des messages contraignants. On va avoir des réactions automatiques qui vont se déclencher selon la personnalité, qui vont se mettre en action, mais qui est différente d'une personnalité à l'autre. Et c'est ça aussi qui peuvent être des petits signaux d'alerte qui montrent qu'on est déjà rentré dans une situation stressante. Il y a aussi des croyances, on n'a pas tous les mêmes croyances face aux situations. Et bien sûr, il y a l'état psychique de la personne. Un des outils que j'utilise pour expliquer ces personnalités et ces choses différentes, en fait, c'est les personnalités du process communication modèle, qui est un outil d'évaluation de personnalité comme il en existe d'autres sur le marché. On va par exemple avoir 6 personnalités dans le process communication modèle. Une personnalité promoteur, un rebelle, un empathique, un rêveur, un travaillomane et un persévérant. Et par exemple, un promoteur, c'est quelqu'un qui est plutôt fonceur, c'est quelqu'un qui aime les challenges et les défis, c'est quelqu'un qui est assez rapidement impatient parce qu'il a besoin d'excitation. Le rebelle, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de contact avec d'autres personnes, qui a besoin d'échanger, qui a besoin de pouvoir se plaindre, qui a besoin de pouvoir d'être dans un environnement où il y a un peu d'amusement. C'est quelqu'un qui aime bien travailler sérieusement, mais pas en se prenant au sérieux et pas avec des gens qui se prennent au sérieux. L'empathique, c'est quelqu'un qui aime, qui a besoin d'être aimé, c'est quelqu'un qui fait tout pour être aimé par son entourage. Il fait très attention aux autres, il est toujours dans le compromis, il a du mal à prendre des décisions. Le rêveur, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui aime le calme en fait, qui aime la solitude, qui aime le calme, qui se ressource dans la solitude. C'est quelqu'un qu'il faut mettre en action en lui demandant de réaliser quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en action tout seul. Le travaillomane, c'est quelqu'un qui aime bien pouvoir s'organiser. C'est quelqu'un qui a besoin d'un maximum d'informations pour pouvoir avancer. Donc, il pose beaucoup de questions parce qu'il a besoin d'un maximum de précision. C'est aussi quelqu'un qui est très précis en retour quand il vous procure des éléments que vous lui avez demandé, avec un maximum de détails. Et le persévérant, c'est quelqu'un qui a des valeurs fortement ancrées quand ces valeurs sont bafouées, comme par exemple, ça peut être le respect, ça peut être le fait d'arriver à l'heure, ça peut être le fait de travailler en équipe, ça peut être le fait d'avoir des bureaux rangés, etc. Quand il a des choses qui ne sont des valeurs qui ne sont pas respectées par son entourage, qui va se mettre très rapidement en colère. Autre chose qui est important pour pouvoir gérer son stress, c'est de travailler sur les émotions. Maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes personnalités, chaque personnalité va avoir des besoins différents et c'est le fait d'identifier ces besoins qui va permettre de trouver des solutions au stress. Et c'est pour ça que moi je fais le lien entre le stress et les émotions, parce que derrière un stress, il y a un besoin. Il y a 6 émotions de base d'une manière générale, et il y en a d'autres, il y a plein d'autres émotions qui existent, mais qui sont plutôt une combinaison de celles-ci. Celles qu'on va retrouver dans des situations compliquées et tendues en entreprise. Pour un chef d'entreprise, ça va être plutôt de la colère, du dégoût, de la peur ou de la tristesse. Ça, ce sont des émotions qu'on va identifier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, en fait, derrière les émotions, derrière la tristesse, derrière la colère, derrière le dégoût, etc., il y a des besoins. Et la première chose à faire quand on éprouve
ses émotions, par exemple la colère, c'est d'aller chercher ce que l'on a comme besoin derrière. Et pour ça, on peut utiliser la pyramide de Maslow pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les besoins qui se cachent derrière l'émotion. Pourquoi j'ai eu cette émotion? Pourquoi il a eu cette émotion? De quoi il a besoin en fait pour faire baisser l'émotion, par exemple. Parce que les besoins, c'est des exigences fondamentales. C'est ça qui nous fait réagir en fait. Euh, quand on a des besoins non satisfaits, on a des émotions. Quand on a des besoins satisfaits, on va avoir des émotions positives. Quand on a des besoins pas satisfaits, on va avoir des émotions négatives. Si on reprend la pyramide de Maslow, par exemple, il y a les besoins physiologiques qui sont les besoins de base, c'est-à-dire avoir de quoi manger, dormir et dans un environnement propre. On va avoir aussi des besoins de sécurité, des besoins de salaire régulier pour pouvoir payer les traites de la maison, par exemple. On va avoir des besoins d'appartenance, appartenir à un groupe social de gens qui s'apprécient, travailler avec des gens, par exemple des collaborateurs qui s'entendent bien entre eux, s'entendent bien aussi avec son patron. On va avoir des besoins d'estime, des besoins d'être reconnu par son travail, par son investissement. Et ensuite, on va avoir des besoins de réalisation personnelle. Et là, on va retrouver des personnes qui vont avoir besoin qu'on leur donne des responsabilités ou sinon qui vont avoir besoin de se réaliser et qui vont sortir de l'entreprise à ce moment-là pour aller créer leur propre entreprise ou pour travailler dans des entreprises dans lesquelles ils vont avoir cette possibilité de se réaliser. Chaque personnalité a un besoin psychologique à satisfaire. Si on revient un peu sur nos personnalités, le travail humain, il va avoir besoin de reconnaissance pour son travail. Il a besoin qu'on lui dise tu as bien travaillé, tu as vraiment été précis, tu m'as donné toutes les informations dont j'avais besoin, les clients sont satisfaits, etc. Le persévérant, c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses opinions et qu'on reconnaisse son avis, ses opinions, sa façon de voir les choses. Il a besoin de l'entendre. L'empathique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être reconnu en tant que personne, qui a besoin de se sentir aimé et apprécié dans une équipe. Le promoteur, le rouge, c'est quelqu'un qui a besoin d'excitation en permanence. S'il n'y a pas d'excitation, s'il n'y a pas de challenge, de défis à relever, d'objectifs, des choses un peu challengeantes à faire, c'est quelqu'un qui va créer de l'excitation, par exemple en créant une situation de bisbille entre deux personnes dans l'entreprise, juste pour observer ce que ça peut faire. Le rebelle, c'est quelqu'un qui a besoin de contact, il a besoin d'échanger. Et le rêveur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être au calme et dans la solitude. Donc, pour pouvoir faire baisser votre stress, la première chose, c'est ou faire baisser le stress de quelqu'un qui vous entoure, la première chose, c'est de gérer vos émotions efficacement. Pour ça, il faut, quand vous ressentez une émotion négative, c'est d'aller accueillir l'émotion que ça génère avec bienveillance, prendre conscience que vous ressentez de la colère ou du dégoût, etc. Chercher le besoin qu'il y a derrière et exprimer votre besoin. Et je vais vous montrer comment on peut l'exprimer. L'autre chose pour gérer son stress, c'est de définir les vraies priorités. C'est important de vous poser la question de savoir c'est quoi vos vraies priorités dans la vie. C'est quoi votre priorité ultime? C'est quoi la chose qui compte le plus pour vous dans votre vie aujourd'hui? Et après, de vous poser la question de savoir combien de temps vous lui consacrez. Moi, j'ai un client, enfin, je vous en parlerai après. Il y a un livre qui est assez bien pour ça, qui aide à définir les vraies priorités. C'est le livre de Priorité aux priorités de Stephen Covey, qui distingue l'horloge et la boussole. La boussole, en fait, c'est le sens de nos actions. C'est pourquoi on fait les choses. C'est qu'est-ce qui nous fait bouger. C'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre. C'est quoi notre vision de vie. C'est quoi notre vision de notre travail, etc. Pourquoi on le fait, en fait, c'est le pourquoi. Ça, c'est ce qui va déterminer vos priorités. Et une fois que vous avez déterminé vos priorités, vous allez lui accorder du temps. Et c'est l'horloge, en fait, qui va vous permettre de planifier la semaine et de planifier le temps que vous allez consacrer aux activités qui contribuent à l'orientation et à ce qui est important pour vous. Donc, la réalité, en fait, c'est qu'il faut donner du temps aux choses qui sont importantes en fonction de nos valeurs et de notre boussole. Petit outil que je partage avec vous, enfin 3 petits outils que je partage avec vous, qui sont des outils que j'utilise avec mes clients. Le premier, c'est de lister la totalité des choses qu'ils ont à faire, surtout quand ils sont submergés. Ils font la liste de tout ce qu'ils ont à faire. Ça prend parfois un peu de temps. Et ensuite, ils vont le placer dans cette matrice d'Eisenhower et ils vont mettre ils vont le partager entre ce qui est urgent et important, ce qui est urgent et non important, ce qui est non urgent et non important, et ce qui est non urgent et important. C'est très, très amusant parce que très souvent, dans la partie faire, la partie urgent et important, la partie orange, je retrouve quasiment
tout, presque ce qu'ils ont à faire. En réalité, c'est pas possible. On peut pas être dirigeant, on peut pas être responsable d'une équipe, on peut pas avoir un rôle d'encadrement et se retrouver avec plein de choses à faire. C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui, comme par exemple euh, faire les devis, régler les factures, faire des achats, régler l'URSSAF, faire le bilan, rencontrer le comptable, etc., qui sont des choses clairement qui ne peuvent pas être dans le urgent et dans l'important, mais qui vont se retrouver dans quelque chose d'important, bien sûr, mais qui est une chose non urgente. Tout ce qui est dans le non urgent et important sont des choses qu'on peut planifier. Qui dit planifier, dit réserver du temps dans sa semaine, dans les jours qui précèdent, avec un rétro-planning pour lui accorder du temps un peu tous les jours, pour pas avoir justement à tout à faire au dernier moment. Il y a ensuite énormément de choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes et qui ne requièrent pas l'expertise d'un dirigeant et qui vont, pour le coup, devoir être déléguées. Il y a énormément de choses dans le commercial, dans l'administratif, qui sont clairement des choses dans lesquelles il va falloir manager des gens pour qu'ils soient autonomes et responsables et qu'ils vous puissiez leur déléguer des activités. Et on va voir après combien le management est important aussi dans le fait de devenir efficace. Et enfin, le non urgent et non important, c'est clairement des choses que vous ne devez pas faire du tout. Si ce n'est pas urgent et si ce n'est pas important, ce n'est pas votre rôle de dirigeant, ce n'est pas votre rôle de manager de le faire. Je vous partage un petit exemple client. Pour ce client-là, en fait, jouer au golf, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Et donc, on a mis le mercredi et le jeudi après-midi du temps libre pour qu'il puisse aller jouer au golf. Et pour le vendredi aussi, pour qu'il puisse aller accompagner ses enfants à l'entraînement. Du coup, il a fallu qu'il dégage du temps pour pouvoir faire du management, parce que qui dit libérer du temps de dirigeant veut dire que, là en l'occurrence c'était les commerciaux, il fallait que les commerciaux et les techniciens soient de plus en plus autonomes, donc il avait fallu qu'ils donnent du temps pour les accompagner, s'assurer qu'ils arriveraient à faire leur travail, etc. Il y a un vrai temps de suivi pour arriver à cette autonomie-là, donc il a mis plus de temps en management qu'il n'en avait auparavant. Il s'est gardé certaines actions commerciales pour les gros clients notamment. Et bien sûr, il y a des activités qui dépendent vraiment de lui, qui sont de l'ordre du pilotage financier. Les soirées, d'une manière générale, si on veut avoir une vie équilibrée, les soirées et le week-end sont destinées à avoir une vie sociale, une vie affective, une vie de couple, une vie familiale. Un autre élément très important pour pouvoir devenir efficace et pour pouvoir mettre votre temps sur les choses qui sont vraiment importantes, c'est de manager mieux. Donner du temps au management, apprendre à manager quand on n'a pas appris, parce que c'est parce qu'on va mieux manager les équipes, qu'on va mieux recruter, qu'on va mieux intégrer, qu'on va réussir à déléguer une partie des responsabilités qui sont les nôtres à des gens à qui on va faire confiance. Et donc ça se fait sur tout le parcours salarié des salariés qui sont dans votre entreprise, c'est-à-dire ça commence le management des salariés, commence dès le recrutement en fait, choisir les bonnes personnes, leur dire clairement ce qu'elles auront à faire, s'assurer que la période d'intégration est bien réalisée, qu'ils sont bien accompagnés pour être sûr qu'ils restent. J'ai pas mal de clients qui, avant de me rencontrer, avaient beaucoup de turnover dans leurs équipes parce qu'en fait, ils ne mettaient pas d'énergie et d'importance sur cette partie intégration. Une autre partie dans le parcours de salarié, ça va être de travailler, de lui donner des indications claires sur ce qu'il doit faire. Alors moi, je suis une adepte des fiches de poste et des objectifs individuels. C'est parce que les gens vont avoir des objectifs clairs et qui vont comprendre le sens de leur action et comment ils contribuent au résultat de l'entreprise qu'on va réussir à mieux les impliquer. Ils vont comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans l'entreprise. La partie rémunération, c'est une partie qui est à part, et la partie développement, c'est aussi une partie managériale très importante, c'est-à-dire que chaque personne qui rentre chez vous, c'est quelqu'un dont il va falloir s'occuper du développement, en les voyant régulièrement, en faisant des points réguliers, en leur faisant des formations. Il y a des formations internes, des formations gratuites, il y a plein de choses pour développer les gens. En les faisant travailler sur des projets élargis qui vont développer de nouvelles capacités chez eux, et si c'est possible, de les faire évoluer dans l'entreprise. Voilà. Et tout ça, accompagner les personnes jusqu'à leur départ de l'entreprise, que ce soit la retraite ou que les personnes partent de l'entreprise. Le management est très important au moment du départ parce qu'on doit toujours garder des bonnes relations avec les gens qui vous quittent, sauf s'ils vous quittent parce qu'ils ont commis des fautes graves, bien sûr. Mais d'une manière générale, les gens qui partent de chez vous sont susceptibles de revenir un jour, vous êtes susceptible de les retrouver à quelque part.
Donc, la partie de management, elle est importante à ce moment-là aussi. Il y a un petit principe aussi pour pour être plus serein en fait, pour avoir une meilleure communication avec les gens. Un petit outil que je partage aussi avec mes clients, c'est le principe des 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec a été écrit par un écrivain, c'est un petit livre de poche qui a été écrit par Miguel Ruiz. Et le principe, c'est de respecter 4 choses. La première, c'est que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire que vous parliez aux gens en les respectant et en disant des choses qui sont honnêtes, sincères à chaque fois. La deuxième chose, c'est dans une situation de ne jamais en faire une affaire personnelle. Ne jamais penser que la personne qui vous agresse verbalement, la personne qui est en colère ou la personne vous en veut à vous personnellement. Une personne qui est en colère, elle est en train d'exprimer un besoin, elle l'exprime à sa manière à elle, avec son tempérament. Ça dépend du niveau de la colère aussi. Et elle est en train de vous donner une indication. Quand vous managez des gens, quelqu'un qui s'exprime fortement en face de vous, c'est quelqu'un qui vous donne une indication. Votre rôle, ça va d'aller chercher le besoin qu'il y a derrière. Mais c'est pas, ne le prenez pas pour vous, en fait. C'est pas pour vous, c'est par rapport à une situation. Donc déjà, ça, c'est quelque chose, si vous prenez conscience de ça, qui va être extrêmement aidant. Ne faites pas de suppositions. Ne vous imaginez pas ce que les gens pensent dans leur tête. Ne vous imaginez pas comment une situation va aboutir et qu'elle va aboutir négativement, etc. Ne voyez pas les choses en noir avant qu'elles n'arrivent parce qu'en fait, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas supposer comment les choses vont arriver. Vous ne pouvez pas supposer ce que quelqu'un pense parce qu'en fait, vous n'en savez rien. Donc, si vous arrêtez de faire des suppositions, déjà, vous allez aborder les situations de façon plus neutre et probablement de façon plus positive puisque vous allez chercher à trouver comment régler le problème. Et enfin, de faire toujours de votre mieux. Quand vous finissez votre journée, vous pouvez faire un bilan et vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux dans chacune des situations que j'ai rencontrées? Est-ce que j'ai fait de mon mieux par rapport à mes compétences, mes capacités, mon énergie? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Voilà. L'idée, c'est de chercher ça, chercher à faire de votre mieux dans chacune des situations. Un autre petit outil que je vous partage, c'est adopter une communication non violente. Je vais vous partager un peu les principes de base, mais quand vous avez une situation qui vous tend, une situation qui vous stresse, une situation qui vous met en colère, ce qui est important, ça va être de partir. Donc, admettons que ce soit une situation avec un collaborateur. Je vais vous partager un exemple précis. Un de mes clients avait un de ses ouvriers qui était allé râler dans le bureau de sa secrétaire au sujet des bulletins de salaire qui n'avaient pas été distribués en temps et en heure. Et il a été extrêmement en colère, il a été odieux, il a utilisé des mots totalement déplacés. Et donc, le patron, le chef d'entreprise, l'a pris dans son bureau et a pratiqué cette communication non violente pour le recadrer et faire baisser la tension. Il est parti de faits observables. J'ai vu que tu étais allé voir une telle et que tu t'étais mis en colère et que tu avais exprimé, tu avais utilisé des mots qui étaient totalement inappropriés. Mon sentiment personnel, moi en tant que patron de boîte, c'est de la colère. Je suis extrêmement fâchée par cette situation. Mon besoin, c'est que les gens qui travaillent dans mon entreprise soient respectueux les uns envers les autres et qui se parlent correctement. Je te demande d'aller t'excuser auprès de cette personne et de ne plus jamais t'adresser à qui que ce soit dans l'entreprise de cette manière. Et c'est tout. Utilisez simplement ce petit outil pour un recadrage, ça peut aider à faire baisser la pression pour vous et à faire baisser la pression pour la personne en face. Dernière étape, qui est une étape qui est la plus importante, je dirais, c'est de maintenir une énergie élevée. Comment voulez-vous avoir une entreprise performante et des salariés épanouis si le patron n'est pas en forme, il est épuisé, il est constamment à se plaindre, il est fatigué? Donc, il y a 6 routines, c'est pas 5, c'est 6 routines pour maintenir une énergie élevée. La première, ça va être de bouger régulièrement, d'aller marcher entre midi et 2 heures, de marcher, d'aller faire un petit peu d'activité physique sans être un grand sportif, mais vraiment de faire ça. La deuxième, ça va être de gratifier, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein tous les jours, en fin de journée, de voir tout ce qui a été positif, tout ce qui a été réussi. Et ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser aussi avec vos équipes. Vous pouvez faire un bilan hebdomadaire, par exemple, sur toutes les choses qu'on a réussies cette semaine, avant d'aller sur celles qui n'ont pas fonctionné.
Et ça génère des énergies positives. Une autre routine, ça va être de visualiser la réalisation, l'aboutissement de cette situation qui vous pèse. Par exemple, vous anticipez un conflit avec un client ou avec un collaborateur ou un chantier à faire, etc. Essayez de le visualiser de façon positive, une fois abouti, abouti de façon qui vous convienne. C'est le principe du coaching mental en fait qui est fait aux sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'on leur apprend à visualiser un saut, une course, une réussite sportive de façon positive en l'ayant atteinte, et c'est comme ça que leur cerveau va se mettre en situation de chercher la solution pour l'atteindre, et non pas rester dans une situation de repli sur soi et de chercher tous les problèmes possibles à la situation. Donc visualiser la situation de façon positive. Une autre façon de générer de l'énergie, c'est de passer du temps, de donner du temps à libérer sa créativité. Libérer sa créativité, c'est très important parce que ça va générer des émotions positives. Il y a des personnes qui aiment chanter, qui aiment danser, qui aiment faire de la cuisine, qui aiment faire du jardinage, qui aiment faire de la peinture, qui aiment faire du piano et qui ne s'accordent plus ce temps-là. En fait, ce temps-là, il est vital. Donc, en fait, il faut vraiment mettre en place ces besoins fondamentaux que vous avez de créativité, parce que c'est ça qui va vous générer du positif. Il y a un autre élément qui est hyper important pour être en énergie forte, c'est de s'entourer de gens positifs, de gens qui vous portent, de gens qui vous aident, de gens qui vous apportent de la valeur. Et enfin, le dernier, donc il y a bien 6 routines, c'est de se détendre avec des exercices notamment, parce que moi c'est ce que je propose le plus souvent, c'est de se détendre autour de la respiration et de la connexion, respiration et ressenti personnel, ressenti du corps. Donc là, on va avoir le yoga, on va avoir la méditation de pleine conscience, on va avoir la sophrologie, il y a plein de choses qui sont utiles et c'est extrêmement puissant, ça demande vraiment d'être appliqué régulièrement, comme toutes ces routines, mais ce sont des choses qui donnent d'excellents résultats. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, toutes les techniques que je vous ai partagées qui vous permettent de faire baisser votre pression et d'être plus efficace en mobilisant votre temps sur des choses qui sont importantes pour vous, sans sacrifier votre vie personnelle. Vous avez 2 possibilités maintenant. Vous avez la possibilité soit de le faire tout seul, c'est-à-dire que vous avez pris des notes et vous avez envie de vous engager là-dedans et de le faire tout seul. Soit vous avez une autre façon de passer à l'action, c'est de vous faire accompagner, et là, c'est ce que je vais vous proposer, de vous accompagner collectivement. Je vais vous accompagner, ce que je propose en fait, c'est de vous accompagner au sein d'un mastermind. Un mastermind, c'est un groupement de cadres, chefs d'entreprise, personnes qui gèrent des équipes en général, qui vont travailler ensemble. Le terme mastermind, il vient d'un concept de Napoléon Hill, qui a observé les hommes les plus riches de l'époque, dans les années 1900, pour rédiger une philosophie du succès qui s'appelle les lois du succès. Et il a décrit les principes du mastermind, en fait, qui sont restés depuis, puisque c'est un outil qui est assez employé. Le mastermind, c'est la coordination des savoirs et des efforts de 2 personnes ou plus qui travaillent avec un objectif défini et dans un esprit d'harmonie. Il est possible, le deuxième principe, c'est que 2 cerveaux qui travaillent ensemble créent une 3e force intangible, c'est ce qu'on appelle un mastermind, c'est-à-dire que à plusieurs, on va créer plus d'intelligence, plus de réussite, c'est le principe du mastermind. Alors, le mastermind, c'est quoi? Le mien, c'est quoi? C'est un mastermind qui est destiné à des chefs d'entreprise ou à des dirigeants qui qui veulent continuer à grandir à titre personnel et professionnel et qui veulent faire grandir aussi leur entreprise dans le respect de leur équilibre. Ce sont pour la plupart des entreprises qui sont en croissance. C'est un groupe homogène de personnes qui sont solidaires entre elles et qui vont être engagées pour leur réussite et puis celle des gens qui sont dans leur groupe. Les avantages de se mettre en mastermind, de créer ce mastermind, c'est déjà d'apprendre des nouvelles choses, de partager ses expériences, de sortir de la solitude, de changer, d'entamer une transformation dans ses façons de faire, mais pas tout seul, de le faire avec les autres qui vont pouvoir partager aussi combien c'est difficile ou qu'est-ce qu'ils ont, leur succès, leurs difficultés. Et puis, on bénéficie aussi de cette émulation de groupe. Là, c'est une photo du mastermind du dernier mastermind que j'ai animé, où il y avait 6 chefs d'entreprise. Dans le programme de ce mastermind, en fait, il va y avoir
4 étapes, celles que je viens de vous énumérer. La première, ça va être d'apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux communiquer, par exemple, pour pouvoir connaître ses limites, pour pouvoir gérer ses émotions. La deuxième, ça va être aussi d'apprendre à gérer mieux son temps et ses priorités pour se concentrer sur des actions qui vont vous apporter plus de valeur à titre perso et à titre professionnel. La troisième, ça va être de manager mieux, de manager plus efficacement, de générer de la confiance dans votre équipe pour pouvoir déléguer efficacement à des gens qui seront plus responsables. Et le quatrième étape, ça va être aussi de travailler sur soi, sur son équilibre de vie, sur tout ce travail que je viens de vous partager sur le maintien de l'énergie et de sa santé mentale aussi. Comment ça marche en pratique? C'est un coaching de groupe sur 6 mois qui se terminera au mois de novembre, qui va commencer en avril, qui se terminera en novembre. Ça, c'est pour celui-ci, mais il y en aura peut-être d'autres qui commenceront à d'autres échéances. En tout cas, ça dure 6 mois. Ce sont des sessions de coaching collectif, des sessions de 2 heures, en général de 11 heures à 13 heures. Il y a au démarrage une session stratégique individuelle avec chacun d'entre vous qui va vous permettre et me permettre de vous aider à clarifier l'objectif que vous voulez atteindre au cours de cet accompagnement. Il va y avoir un groupe d'entraide, c'est-à-dire que tout ce mastermind va pouvoir échanger sur un espace qui est dédié, qui est confidentiel à tout moment. Et je serai présente également dedans. Il va y avoir un accès illimité par mail pour pouvoir me poser toutes les questions que vous allez avoir entre les sessions, toutes vos préoccupations, toutes les choses que vous avez essayées, qui sont parfois un peu compliquées à mettre en place. Vous aurez un accès illimité au replay des coachings auxquels vous aurez assisté. Et le tarif pour tout ça, sur cet accompagnement de 6 mois, c'est de 2 999 €. C'est un règlement qui n'est pas soumis à la TVA. Après, si vous avez des demandes particulières sur les conditions de paiement, bien sûr, on en parlera lors de l'entretien que je vous propose maintenant. C'est-à-dire que pour pouvoir, les prochaines étapes pour pouvoir intégrer ce mastermind, c'est de prendre rendez-vous pour qu'on se connaisse individuellement et que l'on voit ensemble si il est fait pour vous, qu'est-ce que vous en attendez, quelle est la situation que vous vivez. Et pour ça, il faut prendre rendez-vous dans mon agenda. Je vous donne le lien ici. C'est aussi un espace où vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Sur la droite, vous avez les témoignages de mes clients. N'hésitez pas à le flasher avec votre téléphone. Ça vous permettra de savoir un petit peu comment je travaille. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'aurai plaisir à vous rencontrer et j'attends que vous preniez rendez-vous. À très vite.